Alors, le grand dossier du moment et des mois à venir, c'est bien entendu la préparation des élections présidentielles de mars 2018 et, au-delà, plus généralement, le 4e mandat de Vladimir Poutine. En réalité, le processus est amorcé depuis plusieurs mois. Je crois me souvenir que lors de ma précédente conférence, j'avais évoqué les plaques tectoniques du petit monde politique russe qui se mettait en branle et avec en particulier des changements dans certains ministères, dans certaines structures de force. À l'administration présidentielle, ces processus se sont poursuivis au cours des derniers mois et ont vocation, bien sûr, à continuer au printemps prochain. À ce stade, me semble-t-il, le Kremlin veille à entretenir le flou et finalement à maintenir le plus d'options possibles sur la table, d'où l'impression de signaux contradictoires. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien les modalités de la candidature de Vladimir Poutine, ni sa date, même si la presse du jour pense en savoir un peu plus. Surtout, on ne sait pas sur quel programme Vladimir Poutine ira aux élections, quels sont les axes de campagne. Finalement, quel mandat veut faire Poutine et quelle trace, au fond, il entend laisser dans l'histoire de la Russie. Ce que l'on peut en revanche imaginer et envisager, et c'est d'ailleurs notre travail à l'Observatoire, c'est le périmètre des changements à venir, les sphères de pouvoir qui seront concernées par la probable et même inévitable, par le même inévitable renouvellement des personnalités. Alors bien sûr, cela concerne avant tout le poste de Premier ministre. Les principales intrigues aujourd'hui à Moscou concernent le nom, l'identité du remplaçant de Dmitri Medvedev, qui a assuré d'abord un intérim au Kremlin, qui a ensuite, dans le cadre de l'accord pas forcément volontaire conclu en septembre 2011 de permutation, a assuré finalement, a occupé le poste de Premier ministre pendant 5 ans. Il est peu probable que Dmitri Medvedev soit prolongé à son poste pour différentes raisons, l'une des principales étant l'usure, mais aussi le discrédit dont il est l'objet depuis déjà quelque temps. Certains diront depuis septembre 2011. Certaines mauvaises langues diront que c'est un cadavre politique depuis le moment où il n'a pas pu concourir pour un 2e mandat. Qui peut remplacer Dmitri Medvedev au Kremlin? Il y a différentes hypothèses qui circulent. Si l'on privilégie le scénario d'une promotion interne au gouvernement, il y a par exemple de jeunes ministres, technocrates, qui ont plutôt bien fait leur travail. Je pense au ministre de l'Énergie, M. Novak, pourquoi pas le ministre des Finances, Siluanov, ou le ministre de l'Industrie, Mantourov. Ce peut être aussi M. Shoigu, ministre de la Défense, qui est, vous le savez, un personnage qui est dans le paysage politique depuis fort longtemps. Il était là d'ailleurs avant Vladimir Poutine. Il a commencé son ascension au début des années 90 au poste de ministre des situations d'urgence. C'est la personnalité qui, de façon récurrente, est vue comme la plus connue et la plus populaire en Russie. Évidemment, le choix de M. Shoigu signifierait peut-être que Vladimir Poutine voit en lui un successeur. Il y a aussi d'autres personnalités à l'extérieur du gouvernement, notamment certaines dames, la présidente de la Cour des comptes ou la présidente de la Banque centrale, qui font figure de candidatures crédibles. Évidemment, le choix du Premier ministre sera important et donnera une indication sérieuse sur ce que veut faire Vladimir Poutine de son ultime mandat. Il y a aussi, c'est peut-être plus important que le remaniement ministériel et que le changement au poste de Premier ministre, les structures de force. Tout le monde sait où se situe le pouvoir en Russie, et les structures de force, c'est-à-dire nos chers voisins de la Loubianka, le comité d'enquête en particulier, le Conseil de sécurité nationale aussi, sont dirigés par des personnalités influentes, proches de Poutine, qui sont de la génération de Poutine, qui n'ont pas forcément vocation à l'accompagner jusqu'en 2024. Là aussi, ces remplacements sont importants en soi, moins pour les orientations politiques que pour les jeux de pouvoir à Moscou. Et puis, il faut s'attendre aussi, mais c'est moins important, à la poursuite du renouvellement du personnel politique en région au niveau des gouverneurs.
Pour ce qui est, si on regarde un petit peu au-delà, la question de la succession, on me pose souvent la question qui va succéder à Poutine. Je serais tenté de dire que la question ne se pose pas encore aujourd'hui et ne se posera sans doute pas avant 2020-2021, c'est-à-dire avant la campagne pour les législatives, les prochaines législatives à la Douma d'État. Il est probable que Poutine, comme il l'avait fait d'ailleurs au début de l'automne 2007, dans une configuration assez similaire, n'abattra pas toutes ses cartes tout de suite et ne voudra pas mettre en avant son successeur d'emblée au printemps prochain. En tout cas, c'est l'hypothèse qui me paraît le plus probable. Alors, en attendant d'y voir plus clair sur la campagne électorale, sur le futur gouvernement, sur les orientations éventuellement nouvelles du quatrième mandat de Vladimir Poutine, il n'y a pas de dégel en vue, pas de rupture observée avec le tournant conservateur lancé au printemps 2012. Il y avait une hypothèse l'année dernière, suite à la nomination de Sergei Kirienko à un poste très important au sein de l'administration présidentielle, poste de responsable de la politique intérieure, hypothèse d'une approche un peu plus politique, plus subtile. C'est le cas, mais ça ne change pas fondamentalement les règles du jeu, on le voit. Ce que l'on voit par ailleurs, et vous le voyez tous aussi, c'est que la pression a été maintenu sur Alexei Navalny, qui a été de nouveau condamné avec sursis, mais ça devrait suffire, selon les termes de la loi russe, pour l'empêcher de concourir l'année prochaine. Il y a aussi, on l'a vu ces derniers jours, c'est assez nouveau, et c'est d'ailleurs pas forcément un scénario souhaité par le Kremlin, en tout cas dans ces manifestations les plus récentes, un véritable affrontement dans le monde de la culture, en sphère de la culture. Alors il y a deux exemples dont tout le monde parle en ce moment, qui sont assez différents en fait, et qui appellent à mon avis des conclusions assez différentes. Le premier, c'est Serebrennikov, finalement quelque chose d'assez prévisible dans le prolongement des tendances conservatrices que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a eu un premier accroc au début de l'été au Bolchoï, un spectacle qui n'est pas mis en scène, puis une assignation en résidence. Tout ça, encore une fois, est assez prévisible, assez logique et dans la suite des tendances observées depuis 2012. En revanche, et c'est à mon avis beaucoup plus intéressant, c'est ce qui se passe autour du film Mathilde, qui doit sortir aujourd'hui, je crois, qui est sorti à Vladivostok aujourd'hui, qui a quelques problèmes pour être montré à Moscou. En quoi c'est plus intéressant de mon point de vue, c'est que le metteur en scène n'a certainement pas la réputation d'un dissident. Je crois me souvenir qu'il a même signé une pétition en mars 2014 soutenant le rattachement, entre guillemets, de la Crimée à la Russie. On sait qu'il est proche de certains hauts fonctionnaires de l'administration présidentielle. Or, son film et lui-même, par extension, sont l'objet de très vives attaques, émanant en particulier de certains députés de la Douma, Mme Paklonska en particulier. Et qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle, me semble-t-il, qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de personnalités au sein même du pouvoir, et que ce pouvoir est quelque part débordé par certains courants qu'il a encouragés, et par certaines personnalités qui ne reconnaissent plus les codes finalement de l'élite au pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas, en tout cas c'est ce qu'on pense dans les cercles de pouvoir, et certaines personnalités nouvelles ne jouent pas ce qu'on s'est réglé. C'est assez perturbateur pour le système. Et encore une fois, je ne suis pas certain du tout, autant je n'ai aucun doute sur ce que veut, sur le sens de l'affaire Serebrennikov, sur l'affaire Mathilde, c'est beaucoup moins évident. Je ne suis pas certain que les interdictions, les entraves, et les manifestations, et a fortiori les violences dans les rues de Moscou, soient ce que souhaitait Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qui pourrait, j'en reviens à la politique et aux nouvelles orientations, aux possibles nouvelles orientations ou pas du quatrième mandat, qu'est-ce qui pourrait finalement changer le cours politique, le climat, les priorités? Une seule chose, je pense. Un changement dans la sociologie des élites russes. C'est-à-dire ce qu'on a vu se produire à partir de 2003-2004, à une vitesse accélérée en 2006-2007, et ce qui a produit le cours politique, les orientations politiques de ces 10 dernières années. Et malgré le renouvellement dont j'ai parlé la dernière fois et qui s'est poursuivi, je pense en particulier à la promotion de M. Vaino, qui est la plus significative, mais il y a d'autres nouvelles têtes qui sont apparues à Moscou et en région. Il y a des profils différents
des générations différentes, des gens plus jeunes, qui n'ont pas été socialisés à l'époque soviétique, des gens qui ne sont pas forcément sortis des services, qui ne sont pas forcément issus de Saint-Pétersbourg, qui ne sont pas des amis de 30 ou 40 ans de Vladimir Poutine, mais cela ne signifie pas à ce stade une inflexion de la politique intérieure russe. Et de ce point de vue-là, les élections locales, régionales qui ont eu lieu avant-hier vont plutôt dans ce sens-là, malgré quelques signaux un petit peu différents à Moscou. Que s'est-il passé dimanche d'une façon générale? Il y a eu l'élection ou la réélection d'une quinzaine de gouverneurs, sans aucune surprise, avec les candidats de Russie Unie ou soutenus par Russie Unie et le Kremlin qui ont été réélus. Et à Moscou, une petite surprise, dans le sens où sur les 1200 ou 1300 conseillers des conseils de quartier qui ont été élus, autour de 200 sont issus de ce qu'on appelle l'opposition hors système, c'est-à-dire l'opposition extra-parlementaire, qui généralement recueille des scores très faibles à l'échelle nationale, mais dans un contexte moscovite, où la sociologie moscovite, on le sait, leur est plus favorable, et dans un contexte de faible mobilisation, ces partis ont réussi à faire élire un certain nombre de candidats. Ce qui, au passage, est intéressant, puisque cela infirme la thèse selon laquelle une faible participation serait forcément favorable au pouvoir. Quels sont, pour le pouvoir, justement, les facteurs d'incertitude ou les facteurs de risque à moyen terme, au-delà d'une campagne électorale qui sera probablement une non-campagne en réalité? J'en vois deux, il y en a sans doute plus, et on en discutera si vous le souhaitez ensuite. D'une part, les tensions intra-élitaires. Là encore, je me souviens de ce qui s'était passé à l'automne 2007. Je rappelle qu'à l'époque, on s'approchait du terme du deuxième mandat de Vladimir Poutine, qu'il avait décidé de ne pas réécrire la Constitution, donc de ne pas solliciter un troisième mandat d'affilée. On ne savait pas très bien comment allait s'organiser la succession ou la transition. Et à l'époque, en octobre-novembre 2007, les Russes qui sont là s'en souviennent forcément, il y a eu une guerre des services extrêmement virulente et qui a failli déstabiliser l'ensemble du système. Et je crois que la grande crainte de Vladimir Poutine, c'est d'éviter qu'un tel scénario se répète aujourd'hui ou lorsqu'il annoncera ou fera comprendre qu'il envisage de prendre du recul. Le deuxième facteur de risque potentiel, c'est une forme d'impatience de la population. La population russe, ce n'est pas nouveau, encaisse bien les coups, les chocs, il en a vu d'autres. Il en a vu d'autres par rapport à la crise actuelle. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que les troubles, en tout cas les impatiences, les revendications, se produisent souvent, non pas au moment de la crise, mais quand les choses commencent à aller mieux. Et c'est précisément dans cette phase que se trouve l'économie russe. Et d'ailleurs, on a vu certains sondages réalisés à la fin du printemps qui montraient une attente de changement, désormais pas majoritaire, mais importante, de la part de la population. Donc le discours qui est finalement vrai d'une amélioration de la situation, même si je vais y venir, la population ne la sent pas de façon uniforme et sans doute aussi importante que la statistique, ce discours peut finalement encourager des demandes économiques, mais peut-être au-delà de l'économie. Et en guise de conclusion pour ces quelques propos sur la politique, je vais après parler de l'économie et de la politique étrangère, je dirais que par rapport à l'année dernière et à mon intervention l'année dernière, le champ des probables s'est un petit peu réduit en ce qui concerne l'élection présidentielle et ce qui va se produire après, et que finalement le scénario le plus probable, c'est un scénario inertiel. J'en viens maintenant, dans mon tour d'actualité, aux questions économiques. Nous sommes dans les murs de la Chambre de commerce, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, donc ça nous concerne tous. Que peut-on dire de l'économie russe et des grands dossiers économiques russes du moment? D'abord, je vais évoquer, il y a une sortie de crise qui est bien réelle, qui est visible. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais si l'on doit en retenir quelques-uns, il faut mentionner la croissance au deuxième trimestre, qui atteint 2,5% en rythme annuel, les investissements sur la même période, plus 6%, les revenus du budget consolidé, c'est-à-dire budget fédéral
régionaux, municipalités, fonds sociaux, plus 16%. La production industrielle, qui augmente de 2% sur le premier semestre. Parmi les autres indicateurs positifs ou encourageants, il y a quelque chose d'assez inédit, c'est le niveau de l'inflation, qui aujourd'hui est à 3,3%. Ce sont les niveaux les plus bas observés depuis 1991. C'est significatif puisque ça va permettre sans doute à la Banque centrale d'abaisser son taux directeur une nouvelle fois dès le 15 septembre, date prévue de la prochaine réunion. Aussi, les salaires réels qui augmentent de 3%, à la Chambre de commerce aussi, je crois. Donc, plus 3%, ce n'est pas rien. Tout ça est rendu possible par finalement la bonne tenue des cours du pétrole qui, depuis quelques mois, et mis à part un petit fléchissement au mois de juin, se situe autour et même au-dessus de $50 le baril. Alors, donc une reprise qui est bien là, la crise profonde et le choc majeur est derrière nous. Ceci dit, il y a beaucoup d'interrogations sur l'ampleur de la reprise, sur sa nature et sur la trajectoire de la Russie à moyen terme. Bon, à très court terme, déjà, les chiffres les plus récents de juillet sont moins bons. 1,5% contre 2,9% en juin. Il y a, j'ai parlé des salaires réels tout à l'heure, mais les revenus réels, c'est-à-dire ce qui englobe d'autres rentrées d'argent au-delà des salaires, restent en zone légèrement négative. Et la consommation, de fait, est aussi complètement atone. Alors, il y a des disparités régionales. On voit que Moscou et Saint-Pétersbourg, à Moscou et Saint-Pétersbourg, la consommation est repartie. Dans d'autres régions comme l'Oural, elle reste à moins 3, moins 4%. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que de toute façon, les dépenses d'équipement des ménages russes aujourd'hui, indépendamment des petites fluctuations que j'ai évoquées, restent de moitié inférieures à ce qu'elles étaient en 2012. Quelles sont les perspectives pour les mois et le début du prochain mandat de Vladimir Poutine? Pour cette année, de la vie générale, la croissance se situera entre 1,5 et 2%. On peut s'attendre, dans le contexte préélectoral que j'évoquais tout à l'heure, un coup de pouce, comme on dit en France, au salaire des fonctionnaires, probablement en retraite, ce qui permettra de relancer l'activité et la consommation. Pour ce qui est des années suivantes, 2018, 2019, 2020, le gouvernement table sur environ 2% de croissance, ce qui n'est pas négligeable du tout, ce qui paraît assez crédible à condition que le pétrole se maintienne, qu'il n'y ait pas de nouvelles sanctions violentes de la part des Occidentaux. Ce n'est pas négligeable, mais ça reste très en deçà des objectifs que Vladimir Poutine avait assignés à son gouvernement. D'une part, le premier objectif, c'était de faire en sorte que l'économie russe croisse plus vite que la moyenne mondiale, et même qu'elle se rapproche de 4%. On en est loin, et on ne voit pas très bien, en l'état actuel des choses, comment elle pourrait atteindre ces chiffres. Alors, il y a deux autres, si l'on poursuit ce tour d'horizon, ce tour d'actualité, il y a deux autres dossiers qui ont été je dirais, au cœur de l'actualité cet été, qui sont intéressants, importants, et qui brouillent un petit peu le message, ou en tout cas l'impression de stabilité ou de retour à une phase ascendante, enfin qui brouillent un petit peu je dirais, le fond de l'air positif. C'est l'affaire Открытие, du nom de cette banque privée, la deuxième banque privée du pays, et ensuite, bien sûr, le procès, plutôt la décision de justice, qui a concerné la holding Systema, qui était en litige avec le roi du pétrole, M. Sechin. Quelques mots sur Открытие, c'est donc la deuxième banque privée du pays. Elle a eu de sérieux problèmes, vous le savez, à la fin du printemps, début de l'été, quand beaucoup de clients se sont mis à retirer leurs fonds. Et donc, la Banque centrale a été obligée d'intervenir dans une opération sans précédent par son ampleur. On ne sait pas encore très bien combien ça va coûter à la Banque centrale, peut-être 10 milliards de dollars, peut-être moins, mais en tout cas au moins autant que lors de l'affaire de la Banque de Moscou en 2010-2011. C'est aussi sans précédent dans la mesure où on teste un nouveau mécanisme de sauvetage des banques. Ce qui est différent des précédents
les précédentes faillites ou difficultés de banque, c'est qu'apparemment, il n'y a pas eu de fraude. Il ne s'agit pas d'un cas frauduleux. C'est à moitié rassurant parce qu'en réalité, qu'est-ce que révèlent les difficultés de la banque Atkritia? Ça révèle la faiblesse du système. Atkritia, on lui a demandé de reprendre des actifs qui n'étaient pas très sains. Quand je dis on, c'est l'État. Aujourd'hui, c'est le solde de cette politique qui finalement sera assumé par le contribuable. Ce n'est pas, encore une fois, c'est important, ce n'est pas le premier accroc. Il y a eu quelques semaines auparavant la banque Yugra, banque sibérienne, qui là, c'était un peu plus gênant dans la mesure où ça a révélé de vraies faiblesses dans la surveillance, dans la tutelle de la banque centrale. La deuxième affaire, et donc du coup, les perspectives de Madame Nabioulina, qui est une dame très respectée, très compétente, et dont certains pensaient qu'elle pourrait être Premier ministre, semblent un peu affaiblies, quoique, on verra. La deuxième affaire, le contentieux entre deux oligarques, deux groupes, M. Yevtushenkov, Système, et M. Sechin, c'est... bon, on pourrait en parler longtemps, je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, j'en retiens deux choses au moins. D'abord, la toute-puissance, ce n'est pas une facilité de langage. La toute-puissance actuelle de M. Sechin, qui a non seulement par ailleurs obtenu la tête d'un ministre fédéral, M. Lukaev, l'année dernière, mais qui est en train, en tout cas peut faire rendre gorge à un autre oligarque. L'autre conclusion, pas très rassurante et pas très encourageante, c'est finalement la faiblesse des droits de propriété. Et là aussi, on n'apprend pas grand-chose. Ça concerne moins les investisseurs étrangers que les Russes entre eux, mais c'est une évidence. Dernier point que je voulais évoquer, s'agissant de l'économie russe, qui est frappant à mon avis aussi depuis quelques semaines, c'est l'extinction des débats sur la stratégie de développement du pays à moyen terme. Je rappelle qu'au printemps et même à l'hiver dernier, il y avait au moins 3 groupes qui préparaient des stratégies destinées à alimenter Vladimir Poutine, le Kremlin dans la perspective de son 4e mandat. Il y avait le groupe Koudrine, le groupe Titov, Glaziev et d'autres un peu moins connus, avec des programmes assez différents. Certains étaient plutôt libéraux, d'autres plus interventionnistes, certains franchement étatistes. L'ensemble de ces groupes étaient censés remettre leur copie, ce qu'ils ont fait à partir du mois de mai, mais il semble que ces débats n'aboutiront pas à grand-chose, dans le sens où, clairement, le gouvernement a repris la main et se charge de faire la synthèse entre ces différents programmes, sous la houlette de Medvedev, de Chouvalov, d'Oreshkin. Et d'ailleurs, il est frappant de voir que dans le plan triennal du gouvernement, aucune des réformes envisagées, que ce soit d'ailleurs par Glaziev, Titov ou Koudrine, ne sont intégrées. Donc je crains un certain essoufflement, ou alors on nous prépare des surprises pour l'été prochain. Si je devais conclure pour cette partie économie, je dirais que ce qui est frappant, c'est d'abord la sortie de la crise, le fait que la Russie a bien tenu le choc, mais aussi et peut-être le court-termisme des autorités, qui en objectif, c'est que les élections se passent bien, qu'il n'y ait pas de grandes secousses, mais tout ça se fait au détriment d'une vision à plus long terme. Or, la Russie, si elle veut atteindre ses objectifs, retrouver sa marche en avant, ce qui est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour qu'elle ait la capacité de poursuivre ses ambitions internationales. Elle a besoin d'une vision, à mon avis, d'un cap à plus de 6 mois ou d'1 an. Alors, encore une fois, ce n'est pas qu'un travers russe. Je connais d'autres pays, et sans doute le mien, qui connaît souvent ce genre de travers. Mais il n'en demeure pas moins que c'est, je pense, assez dommageable dans le cas qui nous intéresse. L'autre point, mais ce n'est pas nouveau non plus, c'est que la Russie, soit à Moscou, même dans les régions, mais surtout dans les ministères ici, les agences de développement, il y a d'excellents techniciens, des gens extrêmement brillants, extrêmement compétents au ministère des Finances, à la Banque centrale, des gens qui, d'abord, ont tenu la maison pendant la tempête, et des gens qui savent ce qu'il faudrait faire pour obtenir 3-4%. Mais aujourd'hui, plus que jamais peut-être, il y a une contradiction entre, je dirais, les impératifs politiques, ou en tout cas les impératifs de certains politiques, ou certains impératifs politiques, et ces modèles de croissance.
les réformes, finalement, ne seront mises en œuvre que dans la mesure où elles n'ébranlent pas l'édifice global. J'ai encore un peu de temps, parce que je n'ai pas de Rolex. Je vais maintenant parler un petit peu de politique étrangère, de quelques dossiers là aussi d'actualité, les sanctions américaines, la Syrie, l'Ukraine, un petit peu d'Asie, et j'en viendrai aux relations franco-russes pour conclure. L'actualité diplomatique russe de ces dernières semaines, c'est, je ne vous apprends rien, les nouvelles tensions entre la Russie et les États-Unis, en particulier depuis la fin juillet, avec, je le rappelle, l'adoption d'un nouveau train de sanctions par Washington, impulsé par le Congrès, puis endossé par le président Trump. Il y a eu ensuite des mesures de rétorsion russes qui sont manifestées par l'expulsion de plusieurs centres, enfin, la réduction du personnel diplomatique accrédité en Russie, dont plusieurs dizaines de diplomates américains qui ont été expulsés. Et puis il y a eu plus récemment, en rétorsion à ces rétorsions, la fermeture du consulat russe à San Francisco et la saisie de bâtiments diplomatiques russes à Washington en particulier. Alors, la question qui se pose, c'est jusqu'où peut aller cette dégradation des relations bilatérales, quel peut être l'impact, sur quel dossier concrètement. Ce qui est très frappant d'ores et déjà, c'est que ces sanctions finalement institutionnalisent la confrontation, les sanctions et donc la confrontation entre la Russie et les États-Unis. Finalement, la politique russe a été reprise en main par le Congrès et par les éléments les plus russophobes du Congrès, le sénateur McCain et Lindsey Graham. Et beaucoup de Russes se disent finalement que c'est sans doute bien pire que ce qui aurait pu arriver sous une présidence Clinton. En tout cas, c'est très loin évidemment des scénarios qui avaient été envisagés il y a environ 6 mois. Institutionnalisation de la confrontation, on se souvient que les précédentes grandes sanctions américaines avaient été prises sous Brejnev dans les années 70. On pense à l'acte Jackson-Vanik et on sait et on voit que enlever des sanctions est beaucoup plus difficile que de les imposer. Et les sanctions américaines de 72, je crois, Jackson-Vanik, ça visait à l'époque à punir l'URSS pour les restrictions du Kremlin à l'immigration juive. L'URSS a cessé d'exister entre-temps, l'immigration juive avait été autorisée dès 1989-90, les relations diplomatiques entre Tel Aviv et Moscou dès 1990 aussi, mais le Jackson-Vanik n'a été levé, je crois, qu'une dizaine d'années plus tard. Donc il y a toujours ensuite de bons prétextes pour ne pas lever des sanctions, pour trouver des justificatifs à les laisser. Et là, compte tenu du consensus bipartisan très large à Washington contre la Russie, il y a beaucoup de motifs d'inquiétude. En tout cas, il faut intégrer dans nos réflexions, nous Européens, le fait qu'on aura évolué dans un contexte de tensions russo-américaines fluctuantes mais permanentes. Il serait souhaitable que nous adaptions notre stratégie en fonction de cette donnée qui risque d'être permanente. Sur quel dossier ces tensions risquent de dégénérer ? Peut-être sur la Syrie, peut-être sur la Corée. On voit par exemple que les Russes montrent guère d'empressement à faciliter l'adoption de mesures souhaitées par les États-Unis, peut-être sur l'Ukraine. Le plus inquiétant et le plus probable, à mon avis, ce n'est toutefois pas sur les dossiers régionaux, mais sur les dossiers d'arms control. On voit qu'il y a à Washington, chez les mêmes d'ailleurs personnalités au Congrès, des gens qui souhaitent notamment dénoncer le traité de 1987 sur les missiles à portée intermédiaire. Ça avait été, je le rappelle, un moment extrêmement important, crucial dans la désescalade, pour le coup, soviéto-américaine. Les uns et les autres, les Russes et les Américains, s'accusent de violations, de tests clandestins. Beaucoup de militaires américains souhaitent s'affranchir de cette contrainte, ce qui serait d'ailleurs plutôt profitable à la Russie, mais très défavorable à nous, Européens, puisque des missiles russes de portée intermédiaire ne peuvent pas viser les États-Unis, mais opérer plutôt sur le continent européen et au sud aussi également.
En tout cas, l'Europe risque, dans ce dossier-là aussi, qui est un dossier de sécurité dure et potentiellement menaçant, de faire les frais, en tout cas d'être particulièrement exposée en raison des tensions russo-américaines. Quelques mots sur la Syrie, et je pense sous le contrôle de mon cher adjoint, Igor Delanoë, que vous avez d'ailleurs l'occasion d'entendre le 18 à l'occasion de la présentation de notre rapport annuel. Que peut-on dire sur la politique russe en Syrie? Que la Russie est en train d'atteindre ses objectifs. Ce qui ne manque pas de me faire sourire quand je rappelle les propos pour le moins sceptiques de certains de nos brillants esprits du Quai d'Orsay, notamment à l'automne 2015. Les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas allées aussi vite probablement que les Russes le souhaitaient, mais d'un point de vue stratégique, la Russie a atteint ses objectifs. Elle a, dans un premier temps, sauvé le régime, préservé Damas de l'effondrement, puis une stratégie de reconquête en soutien de l'armée syrienne. Et aujourd'hui, vous l'avez vu ces derniers jours, les forces russes opèrent à des résorts sur l'Euphrate. Aujourd'hui, le principal défi pour la Russie, c'est la pérennisation de sa présence et de son influence, et la conversion de cette victoire militaire très bien engagée en une influence durable en Syrie et au-delà. Alors il y a l'aspect militaire. Cette conversion, elle s'est déjà opérée dans le sens où la Russie a obtenu du gouvernement syrien la possibilité d'opérer plusieurs bases navales, bases aériennes en Syrie pour une 50aine d'années. Mais c'est surtout au plan diplomatique qu'il faut suivre les choses. Et l'on voit que la Russie a une activité tout à fait spectaculaire. J'en veux pour preuve, très récemment encore, la visite de Sergueï Lavrov dans le Golfe, en Arabie Saoudite, en Jordanie hier. La Russie parle à tout le monde, obtient des résultats et surtout est perçue par l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui ne sont pas, qui n'éprouvent aucune sympathie pour elle, comme un acteur crédible et durablement installé dans le paysage. Là aussi, si on prend un tout petit peu de recul, ne serait-ce que 5 ans, 10 ans, si l'on regarde la présence et l'influence russe au Moyen-Orient, on est quand même frappé par l'ampleur et par le changement. L'Iran, la relation avec l'Iran, qui a toujours été complexe, qui reste complexe. Les Russes n'ont pas les mêmes intérêts en Syrie, dans la région, mais malgré tout, ils conduisent des opérations conjointes en Syrie. Et il est très probable qu'une fois les sanctions ou les restrictions qui sont toujours en vigueur à l'égard de l'Iran concernent en particulier les livraisons d'armes, il faut s'attendre à un renforcement de la coopération militaire, la coopération dans les industries de défense entre les deux pays. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est là pour des décennies. Il y a aussi 2 autres grands pays de la région, plus à l'ouest, avec lesquels la Russie, au cours de ces dernières années, a réussi à mettre en place des partenariats, là encore, un peu chaotiques, un peu en dents de scie, mais à la sortie extrêmement puissants. La Turquie, où Rosatom construit une centrale nucléaire, la Turquie qui aujourd'hui a officialisé l'achat de systèmes de défense antiaérienne longue portée. On voit que la Turquie, pour d'autres raisons, dérive, entre guillemets, ou retrouve une place plus eurasienne et rencontre finalement un autre ex-empire eurasien, et ces liens qui n'ont jamais été simples dans l'histoire, qui n'ont jamais pas été simples, y compris ces derniers mois, ces liens, me semble-t-il, ont changé d'échelle et ont vocation à influencer durablement la donne régionale. Et puis il y a l'Égypte, dont on parle un peu moins. C'est un pays, c'est une vieille connaissance de Moscou. Je rappelle que l'Égypte avait été la porte d'entrée de l'URSS sur la scène proche-orientale à la fin des années 50, sous Nasser. Il y a eu ensuite, vous vous en souvenez, le revirement de Sadat, et puis le retrait des années 90. La Russie était d'ailleurs absente d'à peu près toute la région. Ce qui se passe depuis la visite de Poutine en 2005, c'est assez spectaculaire. Avec, là encore, la Russie a été servie, entre guillemets, par le contexte intérieur égyptien, par le retour des militaires au pouvoir. Elle a été sans doute servie par les maladresses, voire les erreurs de l'administration Obama. Mais le fait est là. La Russie a signé des contrats d'armement très importants. Donc les militaires russes, les industriels russes sont de nouveau en Égypte. Il y a là aussi une centrale nucléaire, et d'ailleurs j'attire votre attention sur la diplomatie nucléaire civile de la Russie. C'est un volet de sa diplomatie économique qui est assez sous-estimé. C'est d'autant plus étonnant que les Français sont bien payés pour le savoir, vu les déboires d'Areva. Rosatom est aujourd'hui
un outil de diplomatie économique, c'est un champion national et mondial. Et la construction de centrales à l'étranger est un très bon indice très fiable du degré de coopération de la Russie avec ses États et de l'implantation, ou du retour en l'occurrence, de la Russie dans certaines zones. Donc 2 centrales, j'avais dit, voire plus, puisqu'il y en a aussi en Iran, qui sont en cours de construction. Quelques mots sur l'Ukraine, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer ou laisser de côté, y compris nous, communauté d'affaires ici, à Moscou. Je ne vous cacherai pas que j'étais très sceptique et très pessimiste au début de l'été. Je disais volontiers qu'on en avait pour 20 ou 30 ans. C'est peut-être d'ailleurs encore le cas, mais il y a eu quand même des éléments nouveaux qui méritent notre attention très récemment. Vous en avez entendu parler, je pense. La semaine dernière, Vladimir Poutine a surpris tout le monde en se disant favorable au déploiement dans le Donbass d'une force internationale. Alors, au début, il semblait que ce serait plutôt des gardes du corps, finalement, pour la mission de l'OSCE. Sur la ligne de front, on a appris hier que la Russie acceptait d'élargir son mandat à toutes les zones du Donbass. C'est vraiment intéressant à plusieurs points de vue, parce que d'abord, ça surprend, ça coupe l'herbe sous le pied de l'Ukraine, qui depuis longtemps voulait une force d'interposition, mais avec des modalités évidemment très différentes. Surtout, la volonté russe, elle est assez évidente. L'analyse que fait la Russie, me semble-t-il, est la suivante. Les accords de Minsk sont favorables à la Russie. Pourquoi ? Parce qu'ils reflètent une victoire militaire, même une triple victoire militaire, plutôt une triple défaite militaire de l'Ukraine. Les accords de Minsk sont dans l'impasse pour différentes raisons, y compris parce qu'ils sont bloqués sur le volet politique par l'Ukraine. Et donc, cette initiative, c'est à la fois, elle peut permettre, si elle est endossée, elle permet d'abord à la Russie de montrer qu'elle est de bonne foi et qu'elle souhaite sortir de cette impasse, que finalement elle n'est pas satisfaite du statu quo, ce qui me paraît une évidence. Elle coupe l'herbe sous le pied de l'Ukraine et elle oblige surtout les Européens et les Américains à se positionner. Il sera très difficile, à mon avis, de refuser a priori la proposition russe parce qu'elle est conforme à l'esprit et à la lettre des accords de Minsk. Donc c'est assez nouveau, je ne sous-estime pas les difficultés. On peut penser qu'il y aura, notamment à Washington, des gens qui feront tout soit pour réécrire le mandat ou peut-être même pour suggérer un veto. L'Ukraine est déjà vent debout contre ces propositions. En tout cas, c'est redoutablement habile de la part de la Russie et ça permet d'envisager autre chose qu'un enlisement de 20 ou 30 ans. Même si, encore une fois, on ne peut pas totalement exclure ce scénario pessimiste. Quelques minutes encore. La Corée du Nord et l'Asie, puis j'en viendrai aux relations franco-russes qui, je pense, intéressent pas mal de monde. La Corée du Nord, bon, je ne vous apprends rien là encore en disant que c'est une crise qui préoccupe beaucoup la Russie, ne serait-ce que parce qu'elle est frontalière de la Corée du Nord. Ça la contrarie également, dans le sens où ce regain de tension entre la Corée du Nord, les États-Unis et les alliés des États-Unis contrarie une volonté russe de diversification de sa politique asiatique. Depuis quelques années, et singulièrement depuis 2014, la politique asiatique de la Russie est surtout, pas seulement, mais surtout une politique chinoise. En tout cas, il y a une montée en puissance spectaculaire de la relation bilatérale, et on sait que les Russes souhaitent rééquilibrer cette politique. Alors ils le font déjà avec le Vietnam, avec l'Inde bien sûr, en s'intéressant à des pays nouveaux, relativement nouveaux pour la Russie, comme les Philippines ou l'Indonésie. Mais en Asie du Nord-Est, les deux pays qui, vu de Moscou, présentent le plus d'intérêt dans le cadre de cette stratégie de diversification, c'est bien sûr le Japon et la Corée du Sud. Pays avec lesquels la Russie a déjà engagé des discussions, exploré des pistes. Bon, avec le Japon, on sait que depuis un an et demi, il y a des discussions extrêmement intenses, que d'ailleurs la partie japonaise est très active, en vue de surmonter l'obstacle à la normalisation que constitue le différend territorial autour des Kourils. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. On pressent que ce sera long. On
On sait aussi que l'une et l'autre des parties ont intérêt à rééquilibrer leurs relations, le Japon ne souhaitant pas, absolument pas, voir se poursuivre le rapprochement entre la Russie et la Chine. Mais la menace nord-coréenne, qui est une menace réelle, militaire, immédiate, a tendance à rigidifier les vieilles alliances militaires entre les États-Unis et le Japon et la Corée du Sud. Et évidemment, dans ce contexte-là, l'offre russe ou les marges de manœuvre russes sont un peu plus contraintes. La position, les positions russes dans cette affaire, c'est éviter l'escalade des sanctions, éviter évidemment un conflit à ses frontières, et je pense que Moscou mise avant tout sur un dialogue avec Séoul, où semble-t-il les nouvelles autorités sont hostiles à l'escalade verbale et militaire américaine, et surtout ouvertes à d'éventuelles initiatives russes. France-Russie maintenant, et je terminerai là-dessus, il n'y a pas d'actualité particulière, mis à part, et c'est important, l'arrivée d'une nouvelle ambassadeur de France à Moscou. C'est d'ailleurs la première fois qu'une femme est nommée ambassadeur de France à Moscou, Madame Sylvie Bermann, et concomitante de la visite du ministre français des Affaires étrangères la semaine dernière. Que peut-on dire de la trajectoire des relations franco-russes ces derniers temps, et à quoi peut-on s'attendre ? Je ne vais pas revenir trop loin en arrière, mais il faut quand même dire quelques mots de l'héritage de la présidence Hollande. C'est un héritage mitigé. Alors on peut voir un verre à moitié plein, un verre plutôt vide. Si l'on est plutôt optimiste, on relèvera que finalement, malgré tout, la relation franco-russe n'est jamais tombée au niveau de la relation franco-britannique ou a fortiori franco-américaine. Il y a quand même un socle qui est resté, et certaines personnes dans cette salle y ont contribué, se reconnaîtront. On peut aussi noter que la France a joué un rôle de modérateur, finalement, d'honnête courtier, comme on dit dans l'affaire ukrainienne, avec sans doute certaines ambiguïtés, certaines faiblesses, mais là encore, on peut imaginer bien pire dans ce contexte-là. Si l'on est un petit peu pessimiste, ou si on voit le verre plutôt vide, on peut se souvenir de certains dossiers comme le Mistral et surtout le dossier syrien qui a littéralement empoisonné la relation bilatérale plus que l'Ukraine, peut-être me semble-t-il. En tout cas, c'est quelque chose qui était antérieur à l'affaire ukrainienne. J'ai le souvenir de la visite de François Hollande début 2013 et déjà c'était un motif de vrai contentieux. Et finalement, l'affaire syrienne aura peut-être, aussi surprenant que ça paraisse, plus empoisonné la relation bilatérale que le dossier ukrainien. Il y a eu ensuite la campagne des présidentielles avec quelque chose d'assez nouveau, assez inédit, c'est-à-dire que la Russie est devenue un sujet de politique intérieure en France. Alors pas selon les mêmes modalités que ce qu'on a pu voir aux États-Unis ou ailleurs, mais malgré tout, alors ça a été le cas, je m'en souviens très bien, lors de la primaire d'abord de la droite, avec des prises de position des uns et des autres. Alors il faut dire que c'était à l'époque de la bataille d'Alep. Et donc les candidats de la primaire de la droite et du centre se sont interpellés, ils ont jugé bon de s'exprimer sur la Russie par le biais de l'affaire syrienne. Il y a eu ensuite des prises de position dans l'entourage et le porte-parole du candidat Macron à propos d'éventuelles interférences dans sa campagne, des mises en garde des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'époque contre d'éventuelles ingérences russes. Il y a eu ensuite le sujet Russie qui est ressorti, ou qui a de nouveau été au centre, en tout cas en vue dans la campagne électorale, lorsque Marine Le Pen est venue à Moscou au mois de mars et a été reçue par Vladimir Poutine. Donc c'était assez nouveau, je pense assez peu constructif, en tout cas pas très utile pour la relation bilatérale, qui est devenue en quelque sorte l'otage de querelles politiciennes, d'une campagne qui n'est jamais propice à des évaluations sereines et à la formulation de grandes politiques. Alors que s'est-il passé depuis plusieurs surprises quand même. Il y a d'abord eu Versailles, l'invitation faite à Poutine, qu'il a accepté de se rendre en France. Évidemment, ça n'allait pas de soi, au vu de ce qu'on attendait, de la tonalité de l'entourage, la tonalité des propos qu'avait exprimé l'entourage d'Emmanuel Macron
pendant la campagne. Il y a eu aussi, et ceci explique cela, finalement un recentrage du discours de politique étrangère française en général. On l'a vu sur la Syrie, et ça a été exprimé de façon très explicite par le président, une condamnation de l'héritage néoconservateur dans la diplomatie française. Alors on peut dire que ce sont des mots, que les choses sont plus complexes que ça, et je vous confirme que de très nombreux néoconservateurs sont toujours aux manettes et à des postes très importants dans l'administration française. Néanmoins, au plus haut niveau, a été donné un signal et ont été prononcés des mots extrêmement clairs. Et finalement, les scénarios assez catastrophistes que certains pouvaient élaborer concernant la relation franco-russe, ce pessimisme, c'est pas justifié, aujourd'hui en tout cas. Quelles sont les prochaines étapes dans l'agenda et quelles sont finalement sur quoi repose cette relation franco-russe, quels sont les motifs d'optimisme et de pessimisme? Bon, à court terme, il y aura, je ne trahis aucun secret, un CEFIC à Moscou, c'est-à-dire un Conseil économique, financier, industriel et commercial. Alors ce n'est pas évidemment tout à fait un séminaire interministériel, c'est au niveau des ministres de l'économie, mais ça indique, ça confirme une volonté de relancer, en tout cas de relancer les relations économiques bilatérales et commerciales. Il y aura aussi probablement une visite du président français à Moscou avant Noël ou début 2018. Les éléments forts que j'ai un petit peu évoqués tout à l'heure sur qu'est-ce qui rend optimiste pour la relation franco-russe, c'est avant tout, et je le dis d'autant plus volontiers que nous sommes ici dans les murs de la Chambre de commerce, une relation économique et commerciale très robuste, qui a très bien résisté à la crise russe, aux sanctions. Alors évidemment, elle n'est pas sortie indemne, personne n'est sorti indemne de cette affaire-là, mais la Russie, je le rappelle, pour la 3e année de suite, est le premier pays en Russie en termes d'investissement direct étranger. La France reste le premier employeur étranger. Il y a toute une série de 33 groupes du CAC 40 sont présents en Russie. Il y a plus de 1000 entreprises françaises ici. Donc tout ça est solide et surtout, et ce qui est très intéressant, et encore une fois, ça doit beaucoup à l'activité de président, c'est cette réalité qui était peu connue auparavant, est aujourd'hui reprise publiquement par les ministres de nos deux pays. Donc la relation économique franco-russe est quelque chose de robuste, qui a résisté à la crise et qui rendra possible les prochaines évolutions positives. Il y a aussi d'autres coopérations. Coopération universitaire, je rappelle que c'est la France qui a le plus de double diplôme avec des universités russes. On peut parler également de coopération scientifique, y compris dans des domaines très pointus comme l'espace, qui n'ont jamais cessé malgré les sanctions. Donc tout ça est un motif d'optimisme. Si l'on voulait être un peu plus pessimiste, on dirait qu'on vit encore sur l'acquis de la visite du général de Gaulle en 1966, mais c'est un autre débat. Il y a malheureusement des motifs d'inquiétude pour la suite. Alors, j'ai évoqué les rapports de force au sein des élites russes. On pourrait parler aussi du rapport de force au sein des élites russes et françaises. Moi, ce qui me frappe beaucoup et ce qui m'inquiète beaucoup, plus que l'animosité que l'on retrouve de façon assez récurrente chez les mêmes personnes à Paris ou ici plus rarement, c'est l'indifférence. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'indifférence croissante des Russes vis-à-vis de la France, des Français à l'égard de la Russie, pas forcément selon les mêmes modalités, pour les mêmes raisons, mais ce qui se passe depuis quelque temps, la dérive, et je ne mets pas de connotation négative là-dedans, je constate un processus, je dirais, physique, géologique, la dérive de la plaque russe vers l'Est, vers le Sud, et je dirais un certain conformisme intellectuel des élites françaises. Paradoxalement, me semble-t-il, on se connaît moins aujourd'hui qu'à l'époque soviétique. Je pense qu'un Français de base sait moins de choses sur la Russie aujourd'hui qu'un Français il y a 30-40 ans sur l'URSS, et inversement. Alors peut-être que, par exemple, la Coupe du Monde de football l'année prochaine permettra de rééquilibrer les choses, mais en tout cas c'est une piste qu'il faut explorer, un sujet qu'il faut travailler, peut-être dans le cadre du nouveau dialogue de Trianon qui est en train d'être constitué, pour
encore une fois, s'assurer de la pérennité de cette relation, qui est une relation qui a eu 300 ans cette année, qui est une relation riche, diverse, importante, et qui mérite mieux que la négligence ou l'indifférence. Alors en guise de conclusion, c'est la vraie conclusion cette fois, Gérard, je voudrais dire que finalement je m'inscris en faux contre une idée assez répandue ces derniers temps sur laquelle la situation actuelle de la Russie, le moment Poutine, un long moment, serait exceptionnel, voire confinerait à l'aberration dans l'histoire russe. En fait, si on prend un peu de recul, au-delà d'ailleurs de l'histoire soviétique, si on revient au XIXe siècle par exemple, que voit-on? On voit évidemment que les périodes d'impulsion libérale au plan politique et économique sont des périodes extrêmement rares et extrêmement courtes, qui généralement se terminent assez mal. En tout cas pour ceux qui les ont impulsés. On peut remonter à Speransky sous Alexandre Ier, on peut parler d'Alexandre II, on peut parler de la dernière phase de Nicolas II, après avoir octroyé la Douma, on revient un petit peu sur la Douma. Donc c'est une réalité qu'il faut avoir à l'esprit. Deuxième réalité durable, c'est que l'économie russe, finalement, et la Russie, a souvent été en décalage par rapport aux grandes régions les plus dynamiques économiquement au monde. Et ça n'a rien de nouveau et ça n'a pas forcément vocation à changer. Si l'on prend l'histoire longue, et là je me réfère aux travaux de Georges Sokolov, par exemple, qui montrent que depuis 1000 ans, la richesse par habitant de la Russie oscille entre 40 et 60% de la richesse de l'Europe occidentale. Il y a des pics plus hauts, des pics plus bas quand il y a des guerres civiles ou des révolutions, mais c'est quelque chose d'assez constant. Et encore une fois, au vu des trajectoires qui sont envisagées, je ne vois pas de bouleversement à attendre de ce point de vue. Et puis, si on en vient à la politique étrangère, là aussi, finalement, les périodes de collaboration, d'alliance entre la Russie et l'Occident sont des périodes assez exceptionnelles dans l'histoire. Les guerres mondiales, évidemment, ce n'est pas rien, mais si l'on regarde, par exemple, si on s'intéresse à l'histoire des sanctions, et nous l'avons fait, Anne, vous le savez, dans le cadre de notre rapport annuel d'il y a 2 ans, la Russie a été sous sanctions depuis la guerre de Livonie, en réalité, et sans interruption, pratiquement. Alors tout ça est évidemment peut-être assez déplaisant, peut-être vous semblera un peu pessimiste comme conclusion, mais moi je pense au contraire que ça doit nous inciter, pour la prochaine fois que se présentera une ouverture et une occasion, et ça se présentera tôt ou tard, à l'aborder différemment que nous l'avons fait au début des années 90 ou après le 11 septembre 2001. Merci de votre attention. Merci d'abord beaucoup pour cette synthèse brillante, extrêmement claire et extrêmement précise. Alors je vais vous dire quand même, Arnaud, que je vous en veux beaucoup. Parce que vous avez évoqué les possibilités d'une amélioration des relations entre la France et la Russie. Vous avez parlé de la Coupe de football. Entièrement d'accord, je ne m'intéresse pas beaucoup au football, mais j'admets. Vous n'avez pas parlé du prochain salon du livre de Paris, où l'invité est la Russie. C'est quelque chose qui est très rare, dans la mesure où le dernier salon où l'invité c'était 2005. Donc ça fait moins de 15 ans et ça ne se voit pratiquement jamais. Par ailleurs, c'est une proposition qui a été faite du côté français. Bon, alors c'est vrai qu'ils ont massacré les Russes au niveau de ce qu'ils demandent comme paiement, mais les Russes l'ont accepté, après avoir bien discuté quand même. Et je pense, quand vous disiez que c'est vrai que les Français, par exemple, connaissent moins les Russes qu'ils ne connaissaient les Soviétiques, je crois que c'est assez vrai. Mais le Salon du Livre, pour moi, sera un très bon test. Parce que celui de 2005, on a vu des foules affluer, et je ne pense pas que ce soit si commun à une période où on lit de moins en moins. Mais c'est simplement que les gens avaient envie de savoir à quoi ressemblaient ces Russes, qu'ils avaient l'impression de moins connaître. Et je pense que ce sera un bon test. On verra si on a les mêmes foules ou pas. Voilà, maintenant il y a peut-être des questions. J'ajoute qu'il y aura sans doute
d'autant plus de monde que ce sera juste avant l'élection présidentielle du 18 mars. Et j'en profite pour dire que l'Observatoire sera présent, grâce à vous, Anne, au Salon du Livre, avec notre rapport annuel et d'autres ouvrages que nous aurons publiés d'ici là. Qui fait... il faut que les valets. Non, c'est bon. Merci. Arnaud, j'ai une question sur l'Ukraine, ton analyse. Le fait justement que Poutine ait accepté cette proposition de ce qu'on appelle les casques bleus, est-ce que ça ne va pas pousser les Américains à vouloir livrer du létal en Ukraine? Alors, effectivement, j'ai été un peu court sur l'Ukraine. Je suis passé rapidement parce que le sujet est extrêmement complexe et mériterait une conférence à part. Donc, tu fais référence à la possibilité pour les États-Unis de livrer des armes létales à l'Ukraine. Là aussi, il y a des évolutions, dans le sens où, depuis quelques semaines, depuis la mi-août, et la nomination du nouveau représentant américain, M. Volker, ancien ambassadeur américain à l'OTAN, on sait qu'il y a une proposition commune du département d'État et du Pentagone qui est sur la table du président Trump et qui vise à fournir une aide militaire, non plus seulement des radars, ce genre de choses, mais par exemple des systèmes anti-chars. Les Russes prennent très au sérieux cette perspective, c'est une vraie ligne rouge qu'il ne faut pas sous-estimer. Et donc, alors que pourrait faire, est-ce que c'est un scénario réaliste, imminent, et quelle serait la réaction de la Russie à des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine? J'exclus qu'il ne se passe rien. La question c'est, est-ce que le fait qu'il va y avoir les casques bleus, cet accord potentiel d'avoir les casques bleus, ne va pas les pousser encore plus? Ça marche pas? Si, mais au fond, on n'entend pas très bien son micro. Ça va mieux comme ça? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que probablement, c'est que cette idée est très soutenue à Washington, mais il y a quand même beaucoup de spécialistes qui disent attention, parce que pour la Russie, l'Ukraine, c'est vital. En tout cas, la Russie estime que ses intérêts vitaux sont engagés dans cette affaire-là, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, même si c'est un dossier important. Souligne le fait qu'il y a une continuité territoriale et que de toute façon, ça pourrait, de toute façon, la Russie, d'un point de vue conventionnel, sera toujours plus forte que l'Ukraine et que ça pourrait l'inciter à fournir plus d'armes aux séparatistes, par exemple, ou à renforcer plus encore son dispositif militaire autour de l'Ukraine, ce qui est déjà en cours. Alors, quel est le lien entre ce scénario qui est sur la table, mais qui n'est pas, à mon avis, imminent pour plein de raisons, et la proposition des casques bleus? Non, je ne pense pas qu'il y ait de lien direct. Disons que pour la Russie, c'est un moyen de reprendre l'initiative. Elle n'a pas accepté cette proposition, c'est elle qui l'a formulée. C'est très différent. Et c'est aussi pour, je pense, accessoirement, ça permettra, cas échéant, de souligner la fracture entre Européens et Américains sur le dossier ukrainien. Il y a eu déjà une première faille. Je rappelle que les sanctions que j'ai évoquées tout à l'heure, signées à contre-cœur par le président Trump, concernent pour partie des projets qui sont liés à l'Ukraine. Je pense au Nord Stream, par exemple. Alors que l'Union européenne et l'administration Obama étaient sur la même ligne s'agissant des sanctions à l'égard de la Russie. Donc aujourd'hui, le jusqu'au-boutisme, en tout cas le durcissement de la position américaine émanant du Congrès à l'égard de la Russie, commence à susciter des réactions contraires à Bruxelles, qui est assez étonnant. En tout cas assez inattendu. C'est certainement pas ce à quoi s'attendaient les sénateurs McCain et Lindsey Graham. La réaction de Merkel en particulier sur le Nord Stream, qui est un projet majoritairement allemand, est très révélatrice à cet égard. Et donc, première alerte, s'agissant des armes, les Européens, enfin les Français et les Allemands, copartenaires du processus de Minsk, sont très opposés, pour plein de raisons, y compris des raisons de bon sens, sur lesquelles ce n'est pas en rajoutant des armes dans un conflit qu'on arrive à l'éteindre rapidement. Donc peut-être que l'ouverture, en tout cas la proposition de Poutine aujourd'hui, a aussi pour but d'aggraver cette fracture entre États-Unis et France-Allemagne sur le dossier ukrainien.
et de montrer finalement que la Russie est une puissance responsable et que les États-Unis, au contraire, potentiellement sont une puissance moins responsable. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci encore une fois pour votre intervention, comme toujours. La politique intérieure, je voudrais vous poser une question sur les élections municipales, notamment à Moscou, dimanche passé. Donc Yabloko a montré un très bon score, 170, je crois, députés municipaux sur 1300, 10%. Et quelles pourriont être les répercussions sur les élections de maire de Moscou, septembre 2018, selon Mitro Kenko? Merci. Je suis très flatté que mon adjoint me porte le micro. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de répercussions. En fait, il y a 3 élections municipales à Moscou. Il y a les élections des conseils de quartier, c'est ce qui s'est produit dimanche dernier. Ces conseils de quartier ont très peu de prérogatives, il faut le dire, et je l'ai dit, la participation était très faible, autour de 15%, je crois. Il y a ensuite les élections à l'Assemblée municipale, Moskovska Городская Дума, c'est un peu différent, c'est le niveau au-dessus. Et puis il y a l'élection du maire, direct. Est-ce qu'il faut extrapoler et prévoir des difficultés pour Sobyanin ou une possible élection d'un maire de Yabloko? D'abord, il faut rappeler que M. Navalny ne pourra pas se présenter. L'année dernière, en 2012, il avait créé la surprise en recueillant près de 27% des voix. Il ne sera pas là en septembre prochain. C'est le premier point. Ensuite, je crois qu'il faut... certes, la sociologie moscovite est potentiellement plus favorable aux forces d'opposition. Quand je dis opposition, c'est opposition extra-parlementaire, dans sa diversité d'ailleurs. Ceci dit, je doute qu'elle puisse recueillir une majorité. Ses soutiens sont localisés dans le centre et dans le sud-ouest de Moscou, qui sont d'ailleurs des quartiers où réside l'élite. En tout cas, les gens les plus favorisés et beaucoup de responsables économiques et politiques. Donc je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un grand bouleversement, à l'élection d'un maire issu de l'opposition extra-parlementaire. Ça semble assez extravagant. Par contre, l'une des conséquences inattendues et peut-être souhaitée par le Kremlin de ce qui s'est passé dimanche, c'est les bisbilles attendues entre les différents candidats potentiels de l'opposition extra-parlementaire. Vous avez cité les noms de M. Gudkov et de M. Mitrokhin. Ils ont tous deux dit qu'ils allaient se présenter. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc ce succès limité, mais plutôt inattendu, en tout cas qui a une portée, une vraie résonance ces jours-ci à Moscou, va, me semble-t-il, de façon assez classique, aviver les tensions, les rivalités, pour le plus grand bonheur du pouvoir en place. Merci. Oui, je voudrais revenir sur l'affaire Rosneft Systema. Et 2 questions. D'abord, est-ce que vous pensez que ça puisse être l'initiative de Sechin sans bénédiction du Kremlin? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut y voir un message à la communauté d'affaires? Si vous avez des clés sur ce sujet. C'est invraisemblable qu'il y ait un seul micro. Alors, l'affaire Rosneft System, le nouvel épisode, puisqu'il y a déjà eu un précédent épisode avec le retour, ou plutôt la soustraction du périmètre de AFK System de Bashneft. Est-ce que c'est une affaire initiée par le Kremlin? D'où ça vient? Écoutez, on va être franc, on ne sait pas. Moi, en tant qu'analyste, je suis ces affaires depuis longtemps, y compris avant mon arrivée à Moscou. Il me semble qu'il ne faut pas sous-estimer un trait de caractère de M. Sechin, qui est la rancune. Et cette affaire Bashneft, elle vient d'où, en fait? Elle vient de très loin.
Elle vient des années 2005, 2006, 2007. Et à l'époque, je rappelle, dans le cadre de l'extension très spectaculaire de Rosneft, y compris la récupération d'actifs de Yukos, elle remonte même à 2003, pardon, je dis une bêtise, 2003, les élections présidentielles au Bachkortorstan. Et à l'époque, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y avait plusieurs candidats en lice et soutien de certains groupes à certains candidats, du centre fédéral à d'autres. Et dans ce cadre-là, il y avait apparemment un accord qui prévoyait que Bachnef sortait de la tutelle de M. Rakhimov à l'époque et avait vocation à se retrouver dans le périmètre de Rosneft. À l'époque, Sechin n'était pas là, certes, en tout cas pas à cette position, mais était déjà à l'administration présidentielle. Et Sechin a eu la mauvaise surprise de constater que cet actif qu'il pensait promis à Rosneft en cours d'expansion rapide avait été récupéré, avec le soutien de Medvedev d'ailleurs, par AFK System. Donc c'est plus qu'une affaire, je dis c'est une affaire qui a plusieurs facettes. C'est un règlement de compte avec finalement Medvedev aussi quelque part, avec son héritage, avec ses décisions, ses arbitrages. C'est aussi, je dirais, un règlement de compte posthume, enfin, il est encore vivant mais il n'est plus aux affaires avec Louchkov, puisque Yevtushenkov c'est le beau-frère de Louchkov, ancien maire de Moscou. Il n'a plus de protection en réalité. C'est aussi montrer sa toute-puissance, montrer qu'on peut pratiquement tout sur la place de Moscou, faire tomber un ministre, mais aussi récupérer un actif, et non seulement récupérer, mais faire payer ensuite des dommages et intérêts de plus de 1,5 milliard de dollars. Pour ce qui est du volet de la question, pour ce qui est de savoir si c'est Sechin, Poutine, je dirais intuitivement, parce qu'encore une fois, on n'a pas de documents, on n'a pas de preuves, mais je pense que c'est plutôt, comme d'ailleurs le procès Oulioukaïev, Sechin contre Oulioukaïev, contre Yevtushenkov, plus que le Kremlin. Et d'ailleurs, les derniers développements de l'autre affaire, Oulioukaïev, le montrent plutôt. Les révélations, enfin, les enregistrements qui sont rendus publics, on ne sent pas un soutien institutionnel puissant du Kremlin. C'est vraiment, je pense, une croisade, un règlement de compte, impulsé par le patron de Rosneft, qui aujourd'hui est sans doute l'un des 2 ou 3 personnages les plus puissants de Russie. Cette affaire-là est potentiellement déstabilisante. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, qui, me semble-t-il, arbitre de moins en moins dans son entourage, a quand même jugé bon de dire qu'il souhaitait un arrangement à l'amiable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des turbulences qui ne sont pas souhaitables. Encore une fois, au-delà de la somme qui doit être payée et qui peut éventuellement mettre en difficulté AFK System, en tout cas ses filiales, c'est l'onde de choc et les signaux qui sont envoyés. Et pour répondre à votre dernière question, c'est moins, encore une fois, à destination de la communauté des étrangers, des investisseurs étrangers, qui, il faut bien le dire, sont protégés. Enfin, en tout cas, les investisseurs étrangers en Russie œuvrent dans des conditions. Rien n'est facile, hein, c'est pas la question, mais il y a des choses qu'on ne leur fait pas, et que les Russes entre eux se font, sans aucune retenue. Et on est précisément dans ce cas de figure. Oui, c'est un oubli de ma part. Je n'ai pas parlé de ce sujet, mais il y en a tellement. Effectivement, cet été, donc le traité de délimitation des compétences, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, entre le pouvoir fédéral et la République du Tatarstan est arrivé à expiration, et beaucoup au Tatarstan souhaitent sa prorogation, ou en tout cas la signature d'un nouveau document encadrant les relations
entre Kazan et Moscou, qui est un héritage de la crise du début des années 90. Il faut rappeler d'où ça vient, et que c'est assez exceptionnel. Je rappelle que le 15 mars 1992, le Tatarstan est le seul sujet de la fédération avec la Tchétchénie, à l'époque contrôlée par Doudaïev, a refusé de signer le traité fédéral. Et pendant 2 ans, Moscou, à l'époque sous Yeltsin, négocie avec Kazan ce traité de délimitation des compétences qui met le Tatarstan au-dessus de tous les autres sujets de la fédération. Alors, à l'époque, je le rappelle, ce traité avait été négocié à Kazan par Mentimer Shaimiev, à l'époque président et grand baron régional, s'il en est. Ensuite, mais à l'époque, le contexte, quel est-il? Je le rappelle, c'est ce qu'on appelait le fédéralisme à la carte. C'est-à-dire que, certes, le Tatarstan a signé cet accord, ce que n'a obtenu aucun autre sujet de la fédération, mais d'autres sujets, y compris des régions russes, pas des républiques, négociaient directement avec le centre fédéral des exemptions fiscales, par exemple, et on a abouti à ce paradoxe que les régions les plus riches contribuaient le moins au budget fédéral, et on en est arrivé à 98, entre autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début des années 2000, lorsque Poutine, d'emblée, dès le mois de mai 2000, convoque les grands barons régionaux et leur explique les nouvelles règles du jeu, la remise à plat du lien entre le centre et les régions, le Tatarstan, l'exception tatare, persiste. Alors, Poutine traite l'exception tchétchène d'une certaine façon, et l'exception tatare demeure, d'un point de vue symbolique, juridique. Mais l'on constate une érosion, là aussi. Et le Tatarstan, surtout depuis le départ de Shaimiev, voit son périmètre, en tout cas Kazan en tant que centre de pouvoir, voit ses prérogatives limitées, n'échappe pas finalement à la tendance générale, il en conserve encore beaucoup plus. Il est probable que le pouvoir fédéral est conscient de l'exception tatare et du fait qu'il faut faire attention. D'abord parce que le tatar est une superbe vitrine. Le Tatarstan est une région qui fonctionne très bien au plan économique, où les choses se passent bien au plan politique, la cohabitation entre les Tatars, les Russes et les autres, parce qu'il y a d'autres nationalités, se passe plutôt bien. Donc le centre fédéral n'a pas intérêt à casser tout ça. Mais en revanche, manifestement, le pouvoir fédéral ne souhaite plus accorder cette exception symbolique à Kazan. Ce qui est avant tout un problème pour les dirigeants tatars vis-à-vis de la population tatare. Une forme d'abaissement symbolique qui peut être mal vécu, surtout en ce moment, puisqu'il y a eu, j'ai parlé tout à l'heure des accros bancaires, il y a eu quand même un événement qui n'a pas fait la une du Monde de Libération, mais qui est quand même important. C'est la faillite de 2 banques du Tatarstan, Tatfund Bank et une autre, qui sont des établissements qui étaient importants localement. Et ça a créé des remous, ça a discrédité plus les autorités régionales que la Banque centrale de Russie. Donc cette affaire de traité n'intervient pas à un bon moment. C'est-à-dire que ça ajoute peut-être au motif de, pas de rancœur, en tout cas, oui, peut-être de rancœur de certains Tatars vis-à-vis de Moscou, à un moment où, par ailleurs, c'est la crise, où il y a eu cette affaire de banque et où, il y a 3 ou 4 ans, il y avait eu quelques attentats islamistes dans la région. Donc c'est assez surprenant. Je pensais que et surtout, la forme est surprenante. C'est-à-dire que M. Kirienko, qu'on n'attendait pas sur ce sujet-là, sur un sujet de grande fermeté, a pris position. Je pensais que le gouvernement fédéral signerait quelque chose pour la forme. Manifestement, ce n'est pas ce qu'il souhaite faire. Une question là-bas. Une autre question. Ladies first. Question assez simple, on a vu qu'il y a eu le forum économique oriental à Vladivostok la semaine dernière, il y a aussi le forum des BRICS, plus avec la participation de l'Égypte et du Mexique. Tout simplement, quel bilan peut-on tirer des 2 rencontres pour la Russie? Alors les BRICS et le sommet de Vladivostok, le forum de Vladivostok. Pour ce qui est des BRICS, tout d'abord, il n'y a pas eu d'annonce très spectaculaire cette fois-ci, à la différence du précédent sommet où on avait vu par exemple la création de la Banque des BRICS
et d'autres avancées dans le domaine financier. Mais mon impression, c'est que cette structure s'enracine, se consolide. Encore une fois, rien n'est simple, et on l'a vu au début de l'été, le différend frontalier entre la Chine et l'Inde était très loin de dégénérer. Donc, et les Russes, d'ailleurs, étaient très inquiets, évidemment, d'un possible dérapage et d'un conflit armé entre deux États membres. Ça aurait été très inquiétant régionnalement pour la sécurité mondiale et évidemment pour les BRICS. Mais finalement, les choses sont apaisées, ce sommet s'est bien passé, sans grandes annonces, même s'il y en a eu certaines sur l'information, la sécurité de l'information. Et je pense que en tout cas, vu de Russie, cet ensemble présente un grand intérêt. Bien que la Russie, de façon bilatérale, ait des relations extrêmement puissantes déjà avec la Chine et avec l'Inde, ça lui permet aussi de discuter de façon plus structurée avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud aussi, des États qui sont très éloignés, en réalité très périphériques. Et ça permet surtout, me semble-t-il, de mettre en avant un agenda non occidental et des approches, des points de vue, des sensibilités non occidentales, et de conforter l'idée selon laquelle, finalement, l'heure de l'Occident est passée ou en train de passer, en tout cas qu'un autre ordre émerge, et que la Russie, si elle a beaucoup de difficultés sur le front occidental, est partie prenante pleinement de cet autre ordre mondial en voie d'émergence. Donc la structure BRICS n'est certainement pas une coquille vide. Elle permet aussi de pérenniser ou de routiniser, entre guillemets, pardonnez-moi ce barbarisme, des dialogues, encore une fois, multilatéraux avec des pays qui se parlent de façon bilatérale, mais spontanément ne fonctionnent pas ensemble de façon multilatérale. Pour ce qui est du forum de Vladivostok, la première remarque, c'est que cette année, les Chinois étaient peu présents. Pourquoi ? Parce que les Japonais et les Coréens étaient très présents. Le sommet, enfin le forum a été évidemment, son volet économique quelque peu éclipsé par les développements de la crise nord-coréenne. Le Premier ministre Abe s'est rendu à Vladivostok, le président coréen aussi. Donc j'ai évoqué tout à l'heure l'aspect contrariant de cette crise nord-coréenne pour la Russie dans sa stratégie de diversification de sa politique asiatique. Malgré tout, il y a eu des rencontres et des discussions au plus haut niveau. On a vu que certains projets ont été évoqués, projets d'infrastructure, de ponts par exemple entre Sakhalin, Hokkaido et le reste de la Russie. J'y crois assez volontiers en réalité, puisque je pense qu'il faudra bien que la Russie fasse de gros investissements une fois le pont de Crimée et le gazoduc Force de la Sibérie construit. Donc ça paraît assez dans l'ordre des choses de se lancer dans de nouveaux grands projets, et pourquoi pas un grand projet en direction du Japon. Donc voilà, il n'y a pas ce forum de Vladivostok n'a pas donné lieu à la signature de très grands contrats, même s'il y en a eu quelques-uns, à des percées diplomatiques spectaculaires. Mais là aussi, c'est quelque chose qui se pérennise. Ça devient une habitude. Les dirigeants asiatiques prennent l'habitude d'aller rencontrer Vladimir Poutine à Vladivostok, et plus seulement à Saint-Pétersbourg ou à Sochi. Et en soi, c'est important, ça devient routinier, ça devient un exercice annuel, et ça en dit long aussi sur la nouvelle géographie mentale et sur les nouvelles dirigeants russes, sur les nouvelles priorités et sur les rééquilibrages en cours. Voilà, monsieur qui, depuis un moment, attend poser une question. Je pense que ce sera la dernière question, à moins qu'il y ait des questions urgentes qui nécessitent des réponses immédiates. Oui, monsieur, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup d'hommes politiques russes qui sont contre la politique des banques centrales et du ministère des Finances. Et oui, il y a les politiques, mais vous pouvez mentionner quelques noms, parce que les hommes politiques, ils ne sont pas trop marginaux, pas comme Poklonskaya et quelques autres. Contre la Banque centrale ? Oui. Enfin, je ne crois pas avoir dit que des hommes politiques s'expriment contre la Banque centrale. Oui. Non, disons que la politique de la Banque centrale, c'est vrai aussi quelque part aux États-Unis ou à Bruxelles. La Banque centrale fait souvent des mécontents. Et actuellement, ceux qui sont le plus virulents
à l'égard de la politique de Mme Nabioulina sont justement les économistes ou certains fonctionnaires. On peut parler de M. Glaziev, M. Belaousov, dans une moindre mesure, des gens qui estiment que la politique restrictive menée par la Banque centrale nuit à la croissance, que la Banque centrale devrait baisser ses taux plus rapidement, adopter une autre politique monétaire. Donc je dirais que c'est assez inévitable, c'est pas central dans le débat russe, quoique au plan macroéconomique c'est son importance. En tout cas, c'est pas là-dessus que va se faire la campagne électorale. Je pense que, par ailleurs, Mme Nabioulina, au-delà des difficultés ou de ce que certains peut-être lui reprocheront dans la gestion de l'affaire Yugra ou Atkolet, elle peut en revanche mettre à son crédit, ou en tout cas elle espère que beaucoup de gens mettront à son crédit, beaucoup de gens y compris le président Poutine, le fait que finalement le rouble a traversé la crise, alors, certes il y a eu des accros, mais qui n'étaient pas tous du fait de Mme Nabioulina, que le système bancaire globalement est toujours en place, que les réserves en devises de la Russie sont de nouveau à 420 ou 430 milliards, en gros que les grands équilibres macroéconomiques ont été préservés dans un contexte extrêmement hostile, il faut quand même défavorable, il faut le dire. Donc, et surtout il y a l'inflation. L'inflation, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et le fait qu'elle soit aujourd'hui à environ 3%, même si elle remonte à 3,7, 3,8 à la fin de l'année, ce qui est probable, ça restera un succès majeur. Et ce sera évidemment présenté comme tel par la Banque centrale et probablement considéré comme tel par le président. Reste à vous remercier et à remercier le public d'être venu si nombreux, d'avoir été si attentif.